Mais je vais tout de suite laisser la parole à Fabien qui est aux manettes sur la présentation et le PAEC aurinois, et puis on fera ça à deux voix à certains moments. Oui, n'hésite pas. Bonsoir à tous. Merci Anne pour cette organisation. Donc, c'est une présentation sur les mesures agri-environnementales. C'est une présentation un peu de base. On ne va pas aller dans des niveaux très techniques parce que les MAE, effectivement, ça peut être quand même assez technique. L'idée, c'est ce soir que vous repartiez en comprenant à peu près ce que c'est que ces MAE et quel est l'état des lieux sur le territoire du parc. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, les mesures agri-environnementales, on dit donc MAE, ce sont des mesures qui permettent d'accompagner la gestion agricole pour encourager les éleveurs dans la poursuite de pratiques qui sont favorables à la biodiversité et au paysage. Donc, l'idée, c'est de les inviter à poursuivre en leur donnant les moyens ou pour ajuster, voire modifier ici et là leurs pratiques. En gros, sachez que ces mesures-là, c'est à peu près les seules dont on dispose pour faire cela. On n'a pas d'autres moyens, en tout cas contractuels, pour accompagner les éleveurs dans ces démarches-là, même si bien sûr le parc a plein d'autres outils qu'il développe avec les éleveurs au niveau du marquage, au niveau de l'AOP, voilà. Mais là, pour la gestion au quotidien, c'est quand même des mesures importantes. Donc, des mesures pour la gestion, mais il ne faut pas se cacher aussi que ces mesures, elles ont un poids économique pour nos exploitations de montagne qui ne sont pas négligeables. Vous avez ici des chiffres qui sont issus de données de la Chambre d'agriculture pour des exploitations qu'elle a en gestion, sur une cinquantaine d'exploitations en gestion à la Chambre d'agriculture en 2021. Les MAE représentent entre 26 et 35% du résultat agricole, donc c'est aussi loin d'être négligeable dans le budget de nos exploitations de montagne, avec une différence en laiterie conventionnelle et en transformation laitière. Alors, les MAE, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a quand même plusieurs choses à savoir. Qui dit MAE dit contrat. C'est un contrat qui est rémunéré. Donc, il y a une rémunération pour poursuivre, voire modifier des pratiques. Un ordre d'idée, c'est entre 50 € jusqu'à 350 € par hectare et par an. C'est un contrat, qui dit contrat dit deux protagonistes. Il y a l'éleveur qui souhaite s'engager et il y a l'État. C'est aussi un contrat qui est volontaire, donc on est dans l'idée du volontariat. Personne n'oblige un éleveur à signer des MAE, donc ça c'est important aussi. C'est un contrat qui est généralement sur 5 ans. C'est important d'avoir des contrats sur plusieurs années, notamment pour des exploitations agricoles qui s'engagent parce qu'elles ont quand même besoin de voir où elles vont et de voir loin. Et qu'est-ce qu'on engage dans ces contrats? On engage des parcelles que l'on a préalablement déclarées à la PAC. D'accord? Ce n'est pas toute parcelle de prairie qui peut être engagée dans des MAE. Il faut que ce soit un éleveur et qu'il l'ait déclaré à la PAC. La déclaration à la PAC, c'est ce que font les éleveurs en ce moment et qui mobilise beaucoup nos collègues de la Chambre d'agriculture. Alors, pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça représente, ces parcelles déclarées à la PAC, vous avez ici le territoire du parc avec nos différents départements et vous avez en vert les parcelles déclarées à la PAC en 2019. Vous voyez ce que ça représente, en gros 12,5% de la surface du parc avec des surfaces variables et une surface quand même importante côté vosgien, 15 000 hectares, 10 000 hectares côté alsacien et 11 000 en Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, potentiellement, on pourrait engager dans des MAE 12% du territoire du parc. La répétition étant pédagogique, les MAE, ce sont donc un contrat volontaire entre une exploitation agricole et l'État sur 5 ans, rémunéré en échange de pratiques qui sont définies pour des parcelles déclarées à la PAC. Voilà, vous savez tout. On va un petit peu poursuivre. Se pose la question du financement, puisqu'on disait que c'était des mesures rémunérées. Donc, sachez que le gros contributeur des MAE, c'est l'Union européenne. 75% des crédits dédiés aux MAE viennent de l'Union européenne. En 2023, ça va être 80%. Et pour le reste, les financeurs, si votre parcelle déclarée à la PAC est dans un site Natura 2000, c'est l'État qui paye les 25% restants. Et en dehors de Natura 2000, il faut trouver des cofinanceurs qui sont des collectivités.
Alors, jusqu'à maintenant, côté alsacien, ces collectivités étaient moitié-moitié région Grand Est et collectivité européenne d'Alsace. Hein, donc, en dehors de Natura 2000, c'était ces contributeurs-là. Mais on peut aussi imaginer d'autres contributeurs, notamment côté vosgien. On n'a pas beaucoup de parcelles dans Natura 2000 et la question se posera de voir quelle collectivité souhaitera s'engager aux côtés de l'Union européenne. Donc, ça peut être aussi des communautés de communes, des communautés d'agglomération, etc. Du coup, dans Natura 2000, c'est vrai que l'État, normalement, peut faire cet appui financier. Alors, pourquoi on passe des contrats de MAE? Quels peuvent être des enjeux de biodiversité ou de paysage qu'on a sur le territoire du parc? Alors, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez les enjeux. Vous êtes par exemple sur des habitats très particuliers qu'on connaît tous. À gauche, la photo, ce sont des pelouses sèches qu'on a dans les environs de Rouffach, Vestalten, etc. Où tout le monde connaît les belles prairies, les belles pelouses à Arnica, les Hauts-de-Chaume. Ces milieux sont souvent des milieux pauvres parce qu'on a un sol qui n'est pas très riche. On est notamment sur des sols acides sur les Hauts-de-Chaume. Il n'y a pas beaucoup à manger. Donc, on a plutôt une végétation qui est quand même assez pauvre, mais qui est quand même riche d'un point de vue de la biodiversité. C'est pour ça que dans ces milieux, on va avoir des espèces qui sont adaptées à des milieux pauvres, qui développent notamment dans le sol des associations symbiotiques. Vous avez peut-être entendu parler des mycorhizes, et c'est grâce à ça que ces plantes quand même arrivent à s'en sortir. Et c'est aussi toute une végétation particulière qui peut aussi signer nos produits de montagne parce qu'on a une végétation qui est adaptée à ces sols pauvres. Mais sur ces milieux-là, qui sont plats, qui sont mécanisables, vous pouvez être aussi tenté d'apporter du fumier, du lisier, des engrais minéraux pour booster la production fourragère. C'est tout à fait possible d'un point de vue technique et de la belle prairie Arnica, vous allez arriver à un beau pré de fauche. Hein, chacun jugera le beau à sa manière, mais voilà, vous allez avoir un beau pré de fauche. Alors, le problème, en tout cas pour les Hauts-de-Chaume, on sait que cette évolution est irréversible. On ne va pas dire que une fois qu'on a fait cet amendement, on peut retourner en arrière et trouver de l'arnica. Malheureusement, non, dans les faits, c'est absolument impossible. Donc, il y a quand même un enjeu très important à conserver ces milieux-là pour leur biodiversité, pour leur beauté aussi. Voilà. Et donc, ce qu'on peut proposer aux éleveurs qui le souhaitent, c'est que sur ces chaumes, ou sur ces, donc là, on va rester sur les chaumes, on peut proposer une mesure dans laquelle on interdit la fertilisation, quelle qu'elle soit. On veut une charge animale pas trop forte. Hein, donc, en agriculture, on parle d'UGB, unité gros bovin. C'est un peu la charge animale que vous pouvez mettre sur une parcelle. Donc, pour garder aussi ces milieux intéressants, il ne faut évidemment pas qu'il y ait 10 vaches à l'hectare parce que sinon, ces milieux vont évoluer. Pas de pesticides et pas de retournement. Par exemple, cette mesure qui est proposée, qui est en vigueur sur les Hauts-de-Chaume, elle est rémunérée 97 € par hectare et par an. Donc, l'éleveur s'engage et en échange, entre guillemets, il va toucher cette somme-là. Un autre exemple, il y a un oiseau aussi qui nous intéresse pas mal sur le massif vosgien, qui était assez fréquent un petit peu partout. Alors, il a mauvaise idée, ce tarier des prés, de nicher dans des prés de fauche. Et souvent, il arrive plutôt au mois de mai. Malheureusement, à altitude un peu basse, il arrive quand on commence à faucher. Donc, si on veut conserver cet oiseau, soit on lui dit d'aller nicher tout en haut, soit on propose aux éleveurs de retarder la date de fauche. En l'occurrence, pour cet oiseau-là, on préconise une date après le 1er juillet, une faible, voire l'absence de fertilisation, toujours pas de pesticides et pas de retournement. Et étant donné qu'en décalant la date de fauche, il y a quand même un risque de ne pas faucher ou en tout cas de récolter un foin de moindre qualité, il a un dédommagement qui actuellement est de 222 € par hectare. Voilà donc un autre exemple en faveur d'une espèce et qui est en vigueur sur le territoire du parc. Dernier exemple qui est aussi important et qui concerne presque 40% de nos surfaces, ce sont des mesures pour encourager les éleveurs à poursuivre l'entretien de terrains qui sont un petit peu difficiles. Et Dieu sait si sur notre territoire, on a des terrains en pente, peu mécanisables, avec des murets, des arbres fruitiers, des plantes un peu difficiles, enfin même pas un peu, qui sont quand même bien difficiles, fougères règles,
Genêt à balai, vous en avez entendu parler, vous en voyez peut-être depuis vos fenêtres. Alors, l'entretien de ces terrains-là, elle nécessite quand même de l'huile de coude, du matériel spécifique. C'est un enjeu paysager aussi, hein, les touristes, les habitants apprécient aussi ces milieux ouverts. Donc, c'est important aussi que la collectivité puisse accompagner ces éleveurs dans l'entretien de ces paysages, mais aussi de cette biodiversité. Il y a pas mal d'espèces qui sont liées à ces landes. Par exemple, ce petit oiseau-là que vous voyez en photo, la pie-grièche écorcheur, qui est un oiseau migrateur qui va commencer à arriver chez nous mi-mai. Et cet oiseau migrateur niche plutôt dans des arbustes isolés et dans des zones où on a maintenu pas mal de friches, voire même des épicéas isolés. Et donc, pareil, il y a aussi des mesures incitatives ici qui s'étalent entre 90 et 200 euros. Là, sachez que sur toutes ces surfaces-là, le parc ou la chambre, on accompagne les éleveurs à travers ce qu'on appelle des plans de gestion. Donc, chaque parcelle, il y a une plan de gestion où on définit avec les éleveurs les modalités a priori pertinentes pour conserver un milieu ouvert, tout en prenant en compte également la biodiversité. On parlait de la pie-grièche. On peut les inviter, par exemple, à laisser des arbustes, des rosiers, des choses comme ça. Donc, voilà des exemples concrets de mesures qui sont déclinées sur le massif. Alors, qui dit MAE dit du coup zonage, parce qu'on voit qu'il y a des enjeux différents, des hauts-de-chaume, des prairies sèches, des landes, il y a des zones humides. Donc, depuis les années 90, on a fait un gros travail côté alsacien de zonage. Vous voyez un exemple ici sur le petit ballon. Chaque couleur correspond à des enjeux spécifiques et du coup, derrière, à des cahiers des charges et des mesures spécifiques avec des rémunérations particulières. Donc, c'était un gros travail qui a passé au départ par des expertises de terrain. Et puis ensuite, on a confronté également ces expertises aux réalités économiques des exploitations agricoles. Voilà, parce que il n'est pas question de faire des MAE comme ça qu'on plaque et que les éleveurs les contractualisent pas. Donc, il faut aussi que les éleveurs nous disent, bah là, vous êtes gentil, mais moi, là, si je peux plus mettre de fumier, bah, je vais être coincé. Donc, il faut prendre en compte les attentes et les contraintes des éleveurs. Il faut prendre en compte aussi les attentes des élus qui peuvent nous dire, bah, moi, sur ce terrain-là, j'aimerais qu'il reste ouvert. Prendre en compte aussi les attentes de tous les citoyens et toute la communauté civile qu'on a dans nos montagnes, les chasseurs, les associations de protection de la nature. Et tout ce travail-là avait été fait à la fin des années 90 et qui fait qu'on a un zonage actuellement ici. Vous l'avez sur le petit ballon, mais vous le voyez à droite sur cette photo sur tout le versant alsacien et même, j'ai mis également dans le Bas-Rhin puisqu'on est associé sur ce projet avec les collègues barinois. Donc, vous voyez tout cet important travail de zonage qui est fait, qui n'est pas gravé dans le marbre, hein, qu'on peut aussi adapter de temps en temps en fonction des demandes des élus, des éleveurs. Voilà. Et donc, si vous êtes un acteur, vous êtes un élu, vous êtes une collectivité et vous voudriez, vous, faire bénéficier à votre territoire de mesures agri-environnementales, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est d'avoir, si possible, un zonage, c'est quand même toujours mieux. Il faut un porteur de projet, donc il va porter votre projet auprès des financeurs. Alors, par exemple, côté alsacien, c'est la Chambre d'agriculture qui est le chef de file, mais qui le fait en lien avec le parc, la CEA, hein, la collectivité européenne d'Alsace, et avec l'État. Côté vosgien et côté Haute-Saône, le parc porte un projet sur les zones Natura 2000 en lien avec la Chambre côté Haute-Saône. Et côté territoire de Belfort, c'est le département du territoire qui porte ce projet. Donc, il faut déposer ce projet. Alors, déposer un projet agri-environnemental, encore un acronyme CPAE, effectivement, pour que l'État et les financeurs mobilisent des crédits, qui peuvent être quand même conséquents, on y viendra tout à l'heure, il faut quand même motiver votre projet. Donc, dans ce dossier, vous allez présenter votre territoire, c'est quoi les enjeux, c'est quoi le zonage, comment vous allez animer et comment vous allez aussi évaluer. Donc ça, c'est un travail sur lequel on travaille en ce moment pour les futurs projets qui vont prendre naissance à partir de 2023. Et l'État et la région vont sélectionner, là, dans les mois qui viennent, tous les projets retenus qui vont être déposés par le parc, par les chambres, par les Comcom, par la région, etc. Et puis, elle va sélectionner les projets qui vont être financés par l'Europe et l'État.
en fonction de la pertinence du projet, des priorités qu'elle s'est fixées. Donc, pour l'instant, ces priorités des crédits à Natura 2000 au captage sensible, au hamster. Et ça va être aussi fonction des crédits disponibles, bien évidemment. Sachant que les enveloppes sont quand même définies et qu'on ne peut pas, malheureusement, faire bénéficier des projets partout. Alors ensuite, un petit zoom sur où on en est, quels sont les MAE actuels sur le territoire du parc en fonction des versants. Là, il y a un petit niveau technique, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais sachez qu'il y a 2 grands types de mesures. Il y a des MAE qu'on appelle système. Ces MAE système, en gros, c'est 80 € par hectare sur toute l'exploitation agricole. Par exemple, vous avez 50 hectares déclarés à la PAC, vous allez avoir 4 000 €, hein, pour un exemple. Ça encourage les exploitations qui sont engagées dans l'herbe comme fourrage principal. Donc, c'est-à-dire, c'est la plupart de nos élevages, hein, puisque presque exclusivement, nos éleveurs sont basés sur l'herbe. Donc, ils ont la possibilité d'avoir une MAE système, 80 € par hectare, qui s'appelait avant, si vous vous rappelez, la prime à l'herbe, donc qui évolue un petit peu, qui évolue encore l'année prochaine et qui nous inquiète un peu parce que l'État a mis de nouvelles règles pour entrer dans cette MAE qui nous inquiète un peu, on pourra y revenir. Et puis, si vous voulez aller plus loin que cette MAE de base, entre guillemets, vous avez la possibilité de mettre en place des MAE dites localisées qui vont être adaptées à des enjeux spécifiques que j'ai présentés tout à l'heure pour certains milieux remarquables, pour certaines espèces à enjeu. Donc, ces MAE localisées vont rajouter des financements sur cette MAE de base. Voilà, je ne vais pas détailler plus. Vous avez cette carte, je ne sais pas si vous voyez trop bien, mais il y a des petites couleurs que je vais vous détailler. Partons côté vosgien pour un état des lieux de ce qu'il y a actuellement comme MAE. En gros, vous avez, d'après mes chiffres, hein, mais vous avez surtout la MAE système qui est proposée côté vosgien et une MAE localisée, c'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin, mais là où on va un peu plus loin, c'est sur les sites Natura 2000. Alors, étant donné côté vosgien, on n'a pas beaucoup de sites Natura 2000 en milieu agricole, du coup, ce n'est pas proposé à large échelle côté vosgien. Donc, c'est cantonné sur ce que vous voyez en rouge, ici sur les chaumes du Tanais, du Honeck, et puis un petit peu dans la réserve du Grand Ventron, Sérichant. Voilà. Sinon, donc tout ce qui est en vert clair, vous avez la MAE système. Hein, ça représente en gros 6 700 hectares. Voilà. Donc, en Haute-Saône, donc, en Natura 2000, il y a notamment le plateau des 1000 étangs et puis les ballons comtois. Malheureusement, le territoire haut-saônois n'a pas bénéficié de cette MAE de base à 80 € par hectare. C'est bien dommage. Et on a quand même pu, au niveau du parc, en lien avec la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, proposer à une vingtaine d'éleveurs, 26 éleveurs, des MAE localisés qui représentent en gros 500 hectares. C'est relativement peu par rapport à la surface de prairie, hein, vous voyez en Haute-Saône. Voilà la situation pour le moment. Dans le territoire de Belfort, là, le territoire de Belfort a pu proposer également des MAE localisés, donc il y a 70 hectares. Et côté alsacien, on a un programme ancien qui date des années 96 avec des MAE localisés et des MAE système. On a en gros 11 000 hectares qui sont engagés, donc avec 300 éleveurs. Donc ce PAEC qui est porté par la Chambre en lien avec le parc, la CEA et les Comcom Interparc maintenant. Donc c'est un coût conséquent, hein, de 2 millions € par an. Donc là, il y a aussi un gros soutien financier, un gros financement des collectivités pour soutenir ce modèle agricole qui est souvent cité en exemple en France. Donc les financeurs, c'est l'État de l'Union européenne et en dehors de Natura 2000, la collectivité européenne d'Alsace et la région jusque cette année. Maintenant, il y a un débat pour la suite sur l'engagement de la région. Grand Est. Voilà un petit peu le débat. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une situation très variable d'un département à l'autre.
Je vous informe qu'il y a une réflexion pour 2023 de déposer un projet commun avec le département des Vosges. Donc, il y aura peut-être un zonage des MAE localisés qui vont aussi s'étendre côté département des Vosges. Voilà. Je terminerai sur les suivis et les évaluations parce qu'on a vu les sommes d'argent qui sont investies, on a vu tout le dispositif. La question se pose de OK, mais quel est le résultat de tout ça? Alors, le parc se charge notamment de tous ces aspects suivis, en tout cas là où on dépose des MAE localisés. Très brièvement, on a montré que sur les Hauts-de-Chaume, les MAE permettaient de maintenir la biodiversité. Donc ça, c'est formel. Hein. On a tout un réseau de relevés, de 180 relevés qu'on fait tous les 5 ans. On montre qu'il y a un maintien de la biodiversité, qu'à la marge, sur des sites où on a changé les pratiques, notamment sur les chaumes, où on a réussi à convaincre certains éleveurs d'arrêter la fertilisation, on voit des niveaux de biodiversité augmenter. Idem en Haute-Saône, là, sur les 500 hectares de MAE localisés qui sont engagés, il y a eu un travail récent là, qui est conduit par le Bureau d'études biotopes qui nous montre un résultat très favorable des MAE. Idem aussi sur le territoire où on fait des suivis, notamment sur les chaumes du Visegrut et du Ballon d'Alsace, on montre aussi un fort impact des MAE. Donc, moi, je dirais que globalement, les MAE, même si ici et là, on peut voir qu'il y a des petits ratés, très globalement, on a un effet très favorable des MAE par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en matière de biodiversité et notamment dans les sites Natura 2000. J'ajouterais que sur les contrôles, il y a un contrôle qui est effectué par l'ASP, donc qui est l'agence, je ne sais plus ce que c'est, Julien, de paiement, enfin c'est l'agence de paiement. Service de paiement. Agence et services de paiement. Voilà, ce sont des gens pas très rigolos, mais qui font leur boulot sur le terrain et qui vérifient en gros 5% des dossiers de MAE par an au sort. C'est un tirage au sort et donc il y a un contrôle. Voilà. Et puis, il y a un contrôle aussi par les agents du parc hein, quand ils voient qu'il y a un problème sur le terrain ou quand il y a des élus qui nous le signalent. On n'hésite pas à aller rencontrer l'éleveur pour voir les difficultés qu'il rencontre et ajuster si besoin. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. On écoute vos questions ou peut-être Julien, tu veux compléter? Enfin, peut-être compléter simplement pour rappeler que les MAE, c'est un outil évidemment qui est présent quasiment à l'échelle nationale, hein, développé sur des territoires. On considère que l'agriculture a aussi besoin de ces soutiens financiers et techniques, avec des effets très positifs, tu l'as largement rappelé, sur la biodiversité, mais aussi sur le cadre de vie, l'attractivité de nos territoires, des effets évidemment à travers d'une agriculture voilà, d'un certain nombre de produits, pour le coup, qui font aussi la richesse de notre territoire, du massif vosgien, et qui contribuent à une agriculture de territoire, présente localement, génératrice d'emplois, et qui se retrouve, en tout cas, avec le dispositif alsacien plutôt bien là-dedans. Il y a beaucoup de négociations en cours, hein, on part encore ce matin avec tous les acteurs agricoles du massif, là, avec les services de l'État pour maintenir ces dispositifs et les étendre côté vosgien. Et puis rappeler, là, je laisse la parole aux questions, mais rappeler que la MAE, c'est un outil dans la boîte à outils développé pas que par le parc, mais par tous les partenaires agricoles en faveur de l'agriculture de montagne. Sur les questions des filières rémunératrices, hein, l'objectif des paysans, c'est déjà de produire et pas de faire uniquement du paysage. Tout l'accompagnement technique aussi qui est développé, notamment sur ces questions d'herbe, de productivité, de richesse floristique de nos prairies. Des efforts aussi de la part notamment de nos élus et des partenaires institutionnels sur la préservation du foncier, notamment de fonds de vallée, qui est aussi crucial et stratégique pour nos exploitations de montagne. Et puis enfin, complémentaire d'actions notamment sur la réduction des populations de gibier, les rénovations pastorales et puis les sujets liés à la transmission. Voilà, donc c'est vraiment un sujet d'ensemble sur lequel le parc est fortement impliqué sur la question des MAE. Voilà, on laisse place aux questions. Bien, si je peux me permettre de prendre la parole. Donc, oui, j'allais reprendre la main. Alors, j'allais reprendre la main. Merci beaucoup les collègues pour la présentation détaillée
Ce que je vous propose, parce que j'entends des petits bruits parasites, c'est que pour prendre la parole, si vous voulez bien, effectivement, donc allumez votre micro et votre caméra. Et puis, tant que vous prenez pas la parole, peut-être éteindre parce que sinon, ça va vraiment perturber l'enregistrement. Je sais pas où c'est, mais il y a vraiment du bruit là. Sinon, je me permettrai de couper le micro qui pourrait déranger. Hein. Je vais le faire d'ailleurs. Désolée. Hein. Voilà, alors je ne sais pas qui a pris la parole, présentez-vous. Et puis, il y a plusieurs micros ouverts, donc j'imagine que vous avez des questions. Qui est-ce qui était intervenu tout à l'heure? Claude Cheffel. Présentez-vous. Hein. Monsieur Chevel, Claude Chevel. Allez-y, Claude. Voilà, donc Claude Cheffel, agriculteur à Fellerin, élu dans ma commune. Donc, merci pour cette présentation exhaustive du sujet. Effectivement, alors, comme tu l'as dit, Julien, la mission des agriculteurs, c'est une mission de production de lait, de viande, etc. Et le paysage, c'est une conséquence positive de l'activité agricole sur le massif. Je pense qu'il faut que les élus aient bien ça en tête, parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas. J'avais une question en revanche. Dans le Haut-Rhin, les maires devaient valider la réalisation des contrats MAE tous les ans et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est bien dommage, je dirais, parce que c'était l'occasion pour les collectivités locales de faire un tour du territoire, de faire prendre conscience aux conseillers municipaux et adjoints et maires de ce que c'était que le travail des agriculteurs, des difficultés qu'on rencontrait et de vraiment valider ou pas le travail des différents agriculteurs qui sont sur le banc communal. Voilà, c'est un peu la question que je pose. Et je dis que c'est dommage que ça ait disparu. Je ne sais plus quand ça a vraiment disparu, mais si on pouvait avoir un aiguillage là-dessus. Et peut-être que si on dépose un programme agro-environnemental global sur le massif, c'est peut-être une idée à creuser pour faire prendre conscience aux collectivités du rôle qu'elles jouent aussi là-dedans. Merci, Claude Cheffel. Qui répond? Julien, peut-être? J'ai des petits soucis pas de micro, mais en tout cas de sortie de son. J'ai raté une partie de l'intervention de Claude. Désolé. Donc c'était la question, hein, si je résume bien, que tu disais, Claude Cheffel disait que le rôle de l'agriculture, c'était bien la production de lait et que le paysage en était la conséquence, hein, c'est un peu ce que vous dit, et que les mesures agri n'étaient plus validées par les communes et que ce serait bien de pouvoir le réintroduire pour qu'il y ait un vrai lien entre les communes. C'est pour ça qu'on fait ces journées des élus aussi ou ces rencontres des élus pour qu'il y ait un vrai lien entre les thématiques agricoles ou toutes les thématiques qu'on traite et puis les élus évidemment. Donc est-ce que c'est prévu qu'il y ait une validation par les communes ou que ça repasse devant les conseils municipaux? C'est un peu ça la question, je crois. C'est effectivement quelque chose qu'il va falloir remettre en place. Alors, j'étais pas moi à l'époque où ça s'est vraiment travaillé en concertation avec les élus, mais les partenaires au moins du PEC alsacien devront faire cet effort-là, notamment si on revoit les zonages, parce que ça, on rentre encore un peu dans le détail, mais il va falloir aussi réactualiser un certain nombre de zonages, donc impliquer évidemment les élus, notamment concernés sur les terrains communs. Ouais. Je sais pas, Fabien, par rapport à ça. Okay, non, mais Claude a raison, il faudrait qu'on puisse. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait plus, en tout cas côté alsacien, pour les gens qui nous écoutent, hein, qui ne sont pas en Alsace. C'est vrai que chaque année, les élus recevaient un courrier, mais c'était appliqué par la DDT, hein, Claude, il me semble, qui demandait aux élus s'ils considéraient que dans leurs territoires communaux, les éleveurs respectaient bien les MAE ou s'il y avait des problématiques particulières. Donc, c'est vrai que ça permettait aussi de maintenir le lien entre les élus et les éleveurs, qui est un lien qui parfois disparaît un peu. Et c'était l'occasion, en tout cas, de provoquer des discussions entre élus et éleveurs. Donc, en effet, ce serait bien de pouvoir de le remettre en scène. Tout à fait, et ça nous a permis à l'une ou l'autre occasion de se rendre compte aussi qu'il y avait aussi des agriculteurs qui ne jouaient pas le jeu. Hein. C'est arrivé aussi, et donc ça permettait aussi à un moment donné de mettre le doigt là-dessus. Je voulais juste encore apporter une précision sur le versant alsacien. Les mesures agro-environnementales, quand elles sont contractualisées, concernent l'ensemble de l'exploitation. Voilà, c'est une nécessité aussi pour avoir une vue globale, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a 11 000 hectares qui ont été contractualisés. Merci, Claude Cheffel. D'autres interventions? Je vois d'autres micros ouverts. Oui, Monsieur Ferré, au Val d'Ajol.
Allez-y, monsieur. Oui, je suis agriculteur bio en retraite au Val d'Ajol. Je voulais savoir s'il y a des soutiens à l'agriculture biologique au niveau du parc. Je peux donner. Vous m'entendez bien? J'ai changé de Oui. matériel. Alors, il n'y a pas d'aide directe ou de soutien particulier de la part du parc envers l'agriculture biologique. Là, il y a des interlocuteurs privilégiés, notamment au niveau du GAB 88 pour votre département ou de Bio Grand Est pour la partie alsacienne. Et puis, les chambres d'agriculture accompagnent aussi une partie de l'exploitation quand elle est en agriculture bio. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de programme spécifique pour répondre clairement à votre question. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Tout Oui. à fait. Oui, Présentez-vous. c'est Gérard Freitag de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, nous sommes confrontés à des reprises d'exploitation et donc l'une de nos problématiques, c'est de pouvoir guider les agriculteurs. Alors, ma question serait de dire que dans cette démarche, quel est le rôle respectif de chacun? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris toute la démarche. Quel est le rôle du parc? Quel est le rôle de la région? Et enfin, pour dire les choses simplement, si un agriculteur se présente à nous pour dire, pour postuler sur ces dossiers, quelle serait la démarche à adopter pour un élu, quoi. Voilà. Pour un élu. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, on a bien compris. Donc, un élu, et si un agriculteur souhaite s'engager, comment il procède en lien avec le parc? Ouais, comment il peut le guider, comment il peut l'aider, Oui. Ouais, moi j'ai plusieurs exemples concrets dans l'esprit. On me poserait la question. À l'heure actuelle, je saurais pas tout à fait comment le guider, quoi. Voilà. D'accord. Bah, c'est bien l'objet de cette réunion, justement, que vous soyez plus outillés pour répondre. Alors, je sais pas, Oui, Fabien, c'est ça. Julien. Julien, ouais. Le mieux, c'est qu'ils voient avec la Chambre d'agriculture, d'autant plus qu'en ce moment, les éleveurs font leur déclaration PAC. Donc, c'est à ce moment-là aussi que les collègues de la Chambre d'agriculture rappellent les zonages, les engagements. C'est l'occasion de faire le point. Donc, vraiment, vers la Chambre d'agriculture. Et puis, on peut aussi être présent, si besoin, pour expliquer les zonages et tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais c'est plutôt la Chambre d'agriculture, je pense, en tout cas pour… oui, enfin, de tous les côtés, hein, c'est le partenaire privilégié. Hein. Nous, le parc, on s'occupe des suivis, on accompagne les chambres sur ces projets-là. Voilà, mais on est tous liés les uns aux autres. Hein. Oui, bien sûr. Merci de votre réponse. Il y a Denis aussi qui demande la parole. Oui, Oui, pardon. Denis Schmittler de l'Intal. Monsieur Schmittler. Pour compléter un peu la question de Monsieur Scheffel, de Fellerin, est-ce que la commune est au courant du type de MAE qui est lié avec l'agriculteur? Et parce que donc ces agriculteurs sont souvent dans le conseil municipal et ça permettrait un dialogue peut-être un peu plus constructif si on sait sur quoi l'agriculteur s'est engagé. Merci. Alors, je peux répondre aussi, Denis. Les communes ont eu, je pense, il y a 2 ans, enfin Claude, tu sais peut-être, ils ont tous eu une carte des zonages. Donc normalement, vous avez en mairie de l'Intal, vous avez reçu à un moment donné une carte avec les zonages. Bon, alors peut-être ça a disparu, hein, et puis après d'un conseil à l'autre, ça peut aussi se perdre. Donc il y a ces documents qui avaient été envoyés. Sinon, nous, à tout moment, on peut vous fournir les communes des cartes de zonage, hein, si vous nous redemandez. Venir aussi présenter en conseil municipal les zonages et les engagements. Et puis, je crois aussi que c'est visible sur le site internet de la CEA. Tu as les zonages en ligne. Voilà, c'est aussi visible. Je ne sais plus quel est le site internet de la CEA, mais c'est également visible. Tu vas sur ta commune, tu cliques et tu connais le zonage. Très bien, merci. Monsieur Martin, je crois, hein, qui voulait prendre la parole. Juste ouvrir aussi. Oui, bonsoir. Martin, communauté de communes de Guebwiller en tant qu'élu. Vous avez peut-être partiellement répondu à Monsieur Denis. Moi, c'était la vision territoire. Comment on peut accéder à l'information, comme quoi il y a des MAE
sur le territoire des 19 communes de la communauté de communes, et là où il y aurait intérêt à ce qu'il y en ait plus, par exemple? Fabien, enfin, je te repose une question, mais aujourd'hui, le taux de contractualisation sur la zone montagne alsacienne est à peu près de combien? Alors, le taux de contractualisation, c'est-à-dire le pourcentage de surface éligible, c'est-à-dire déclaré à la PAC et engagé dans la DMAE, est de 93%. C'est un score un peu africain, mais ça montre aussi que cette démarche, elle remporte un vif succès pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir. Mais voilà, il y a presque toutes les parcelles du coup de la vallée de Guebwiller, mais les autres vallées sont engagées, sont dans des contrats. Et après, pour le détail, il est possible peut-être effectivement de renvoyer des cartes de zonage aux communes et aux communautés de communes, qui ont un rôle aussi important dans la gestion, dans ces questions-là. Voilà. Peut-être pour compléter, il y a peut-être aussi un lien avec le GERPlan. Alors, je ne sais pas si, puisque c'est quand même un des volets, peut-être que les cartes, vous les aviez alors historiquement dans le GERPlan. Après, je ne sais pas si elles ont été remises à jour. En fait, tout ça, ça permet de suivre un peu l'évolution. Pardon, oui, je m'occupais du GERPlan au précédent mandat et ça me dit trop rien, ces cartes de MAE, mais je vais vérifier. Merci. J'aurais une question. Oui, qui prend la parole? Oui, Laurent Dreyfus, conseiller régional Grand Est, commission agriculture. Je vois en automne, je vois passer beaucoup de tracteurs qui emmènent du maïs en silage en montagne. Est-ce que les agriculteurs qui font venir du maïs en silage, est-ce que ça leur évite de faire des prairies temporaires intensives et est-ce qu'ils sont éligibles au dispositif des MAE? Oui, tu peux répondre si Claude. Oui, alors peut-être quelques éléments de réponse par rapport à ça. Alors, je dirais, premièrement, ça dépend des vallées. Il y a des vallées où ça se pratique, des vallées où ça ne se pratique pas du tout. Après, dans les vallées et dans les contrats MAE, il y a une clause de non-retournement des prairies, donc il est hors de question de faire des prairies temporaires, artificielles dans les vallées. Voilà, donc aujourd'hui, on pratique une agriculture qui permet en fait aux prairies de se renouveler naturellement. Alors, il y a peut-être et sûrement des prairies artificielles temporaires en plaine, mais pas dans les vallées. Ensuite, il est clair aussi que nos bilans fourragers sont compliqués à tenir par rapport aux éléments de climat de ces dernières années, voire aux concurrences par rapport à l'urbanisation. Donc, il est clair aussi qu'à un moment donné, pour boucler le bilan fourrager des 6 mois d'hiver, certains agriculteurs font le choix d'aller chercher de l'ensilage. Maintenant, j'en profite pour du coup vous solliciter aussi en tant qu'élu régional sur le montage financier qui semble compliqué pour les futurs programmes agri-environnementaux. On l'a encore vu ce matin avec le représentant de la DRAF. Donc, il y a vraiment une sollicitation auprès des élus régionaux sur ce sujet-là parce qu'on a un problème de financement avec les MAE à venir. Voilà, donc, peut-être pour compléter la question, Fabien me contredira peut-être, mais je crois pas. Il n'y aurait pas de non-éligibilité d'un éleveur qui ferait monter du maïs par rapport au MAE, quoi, hein, évidemment. Oui, effectivement, le maïs qui monte, des fois, ça choque aussi un petit peu les gens, mais effectivement, ça permet de compléter le bilan fourrager. Je pense pas que les éleveurs le font forcément de gaieté de cœur parce que déjà, ça coûte de l'argent. Mais ça évite aussi parfois d'intensifier des prairies. Voilà, on intensifie moins les prairies, on achète un petit peu de maïs. Et après, d'un point de vue technique et fabrication du fromage, l'ensilage de maïs, ça peut aussi poser des problèmes de qualité du lait. Donc, c'est pas quelque chose forcément qu'on plébiscite. Et je vous laisse répondre aussi sur les questions financières qu'évoquait Claude. est-ce que vous avez d'autres questions? On a répondu, monsieur Dreyfus. Si vous aviez... Oui. Ouais, bon, je suis un peu étonné qu'en faisant monter du maïs, on touche les MAE quand même, quoi.
Je me demande si ça serait pas plus logique je sais pas, autoriser par exemple des épandages de compost en fin de saison pour augmenter le rendement fourrager, quoi. Je sais pas. Je trouve que c'est dommage parce que je vois dans la vallée de Münster, il y a vraiment beaucoup d'ensilage de maïs qui montent et je vois aussi des prairies de montagne qui sont retournées. Et je trouve que c'est assez dommage quand même, quoi. Ou alors, est-ce que les aides à l'hectare sont insuffisantes pour pallier au manque de revenus? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas agir plus parce que dans 80 € à l'hectare, c'est franchement pas grand-chose, quoi, pour une surface, pour une prairie fourragère, quoi. Il y a les 80 € par hectare, en effet, plus les aides des mesures localisées, ce qui fait qu'on peut arriver à des taux de 150 € par hectare, hein, sur les prairies. En tout cas, côté alsacien, où on a les deux dispositifs qui se cumulent, hein. Ouais. Après, les prairies retournées dans la vallée, c'est plus le fait des sangliers que des éleveurs, hein. Ouais. Voilà, on progresse un petit peu, peut-être avec d'autres interventions. Oui, Monsieur Févert-Waldajol. Oui. Oui, moi je rejoins. C'est un non-sens écologique de monter du maïs. De toute façon, le bilan carbone, il n'est quand même pas tellement bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pensais comme vous aussi, mais vous savez, des éleveurs qui prennent un petit peu de maïs, ça leur évite de trop intensifier des prairies. Ouais. Et avec l'augmentation, enfin, avec le réchauffement climatique, la concurrence des cervidés, etc., ça devient quand même compliqué de boucler le bilan fourrager de la saison. On a des éleveurs aussi qui font du Münster et qui veulent faire du Münster avec leur propre fourrage, avec leur propre herbe. Donc, si cette part reste raisonnable, je ne pense pas qu'il faut trop le diaboliser, quoi. Dans le cadre du... Est-ce que je peux intervenir là? Oui. Oui. Moi, j'ai une vue un peu utopique à introduire. Ce serait d'inciter les maïsiculteurs de plaine à produire de l'herbe. Ça éviterait à la plaine d'Alsace d'être polluée par le maïs et de vendre du foie à la place du maïs. Voilà. Mais ça, je pense qu'on n'est pas là pour régler ce problème, mais c'est peut-être une perspective à garder dans l'esprit. Voilà. Alors, je rebondis sur cette proposition. Je rebondis sur cette proposition dans le cadre du cahier des charges AOP Münster nouvellement mis en œuvre. Il serait souhaitable d'organiser une filière, puisque le cahier des charges, la zone est vaste, hein, vous le savez tous. Alors, sur l'Alsace, elle ne déborde pas tellement au-delà du vignoble, mais sur le versant lorrain et franc-comtois, elle est quand même relativement vaste, y compris le territoire de Belfort. Donc, il serait souhaitable de voir une filière se mettre en place de production d'herbes en direction de la montagne. Moi, je milite pour ça. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup d'écho sur le sujet, mais ça permettrait de régler effectivement le bilan fourrager, de permettre aux éleveurs d'être en phase avec le cahier des charges et d'avoir une production qui souvent est une production pas dépolluante, mais en tout cas moins polluante que le maïs dans certaines zones, voire des zones de captage qui méritent de revoir de l'herbe en plaine. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous remercie pour cette réponse. Je trouve ça très bien. Merci. Oui, très bien. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Claudie Jaillet sur la possibilité, la pertinence d'une MAE en lien avec une pollution, métallochlore. Là, moi, je ne sais pas, mais vous pouvez nous poser la question plus précisément ou je ne sais pas si vous n'avez pas de micro. Un herbicide. Ah. Est-ce que quelqu'un sait répondre? Madame Jaillet, vous parlez des herbicides en général? Je ne sais pas si elle a un micro, alors peut-être qu'elle répond par le chat. Okay. Si, vous pouvez prendre la parole, Madame Jaillet. Bon, en tout cas, dans une très grande majorité des cahiers des charges des MAE actifs sur le territoire du parc, l'ensemble des herbicides sont interdits. Je ne crois pas me tromper, même en Haute-Saône, hein, Fabien. Non, il n'y a pas de produits phytosanitaires pour le coup qui sont autorisés dans le cadre des MAE. Donc,
on soutient quand même un modèle d'agriculture de montagne qui se différencie aussi d'autres modèles. Il existe sur d'autres territoires, notamment de plaine, des MAE spécifiques, réduction des herbicides, et qui répondent à des enjeux spécifiques d'agriculture de plaine. Ce n'est pas le cas chez nous. Merci Julien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, on ne voit pas vos noms, moi je vois AZ. Alors, si on arrête la présentation, peut-être que, Fabien, si tu arrêtes la présentation, on peut peut-être ouvrir les caméras pour pouvoir au moins se voir. Voilà, ce sera plus confortable et comme ça, j'aurai les noms. Voilà, très bien. Alors, je ne sais pas, je vois Monsieur Ziegler, peut-être, qui avait son micro ouvert, ou Claudie Jaillet, il a deux micros ouverts, si vous voulez intervenir. N'hésitez pas. Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Monsieur Fischer. Allez-y. Bonsoir à tous, salut Claude. Donc voilà, moi je voudrais simplement intervenir pour me présenter. Donc, je suis élu communal à Fellerin et élu communautaire à Saint-Amarin. Donc effectivement, moi je ne connais pas grand-chose, j'apprends effectivement beaucoup de choses ce soir. Je ne suis pas du tout agriculteur, mais je rebondis sur la remarque de Claude, la première remarque qu'il a faite. Au niveau des communes, c'est vrai qu'au niveau des conseils, on n'est pas forcément au courant de toutes ces pratiques. Et peut-être qu'il serait bien, si c'est possible dans l'avenir, effectivement de réintroduire ça un peu plus dans l'esprit des élus communaux, des élus municipaux, pour que vraiment les gens prennent conscience des enjeux environnementaux. Parce que parfois, enfin, pour ma part, je me promène beaucoup en montagne ou sur les Hauts-de-Chaume, et parfois on peut voir certaines pratiques agricoles qui, comme je suis novice dans le domaine, comme j'y connais pas grand-chose, ben, je peux me poser un certain nombre de questions quant à l'impact de certaines pratiques sur les Hauts-de-Chaume. Donc effectivement, si on était un peu plus informé et puis intéressé aussi, c'est vrai qu'on pourrait aussi se positionner parfois différemment en tant qu'élu communal, communautaire ou élu au parc. Voilà. Donc merci, c'est la seule intervention que je peux faire, mais voilà. Merci, mais j'apprends beaucoup avec vous, merci. Si je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse. Donc, saluer mon collègue conseiller municipal Eric Fischer. Alors, effectivement, c'est vrai que au départ de ces MAE, hein, donc 93, les premiers essais sur les Hauts-de-Chaume, 95, on étend ça sur l'ensemble des vallées. À un moment donné, c'est vrai qu'on a fortement impliqué les conseils dans ces mesures agro-environnementales. Je regrette que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on croise un agriculteur biodynamique avec un pulvérisateur dans le dos parce qu'il épand une solution, qu'on ne sait pas ce qu'il fait, on se dit mince, qu'est-ce qu'il fait? Il pollue, enfin, on ne sait juste pas. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être juste vulgariser un peu les pratiques des agriculteurs sur ce qu'on fait pour. Voilà, aujourd'hui, c'est clair que comme on est dans ce cadre de MAE, on contraint quand même à une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est, je dirais, le gage de départ. Donc, pas de produits phytosanitaires, plan de gestion des surfaces fourragères, plan de pâturage. Enfin, toutes les choses sont à peu près écrites et surveillées et même contrôlables. D'ailleurs, moi, j'en fais un argument de vente. Je fais de la vente directe de produits. Je dis aux gens, ben voilà, aujourd'hui, dans la traçabilité de mes fromages, je peux vous dire sur quelle parcelle les vaches ont pâturé. Là, les vaches ont mangé du foin qui vient de tel endroit, etc., etc. Donc, mais c'est vrai que peut-être qu'il faut vulgariser, et vulgariser d'autant plus que tous les 6 ans, les conseillers municipaux sont susceptibles de changer. Les équipes qui ont mis en place les premières MAE, aujourd'hui, on est vraiment très nombreux à connaître l'histoire de cette story-là, si on peut dire, et utiliser un mot anglophone. Mais vraiment, il faudrait peut-être remettre le métier sur la communication, à juste rafraîchir les mémoires des gens pour qu'ils sachent ce qui s'est passé, ce que ça veut dire et où on va avec ça aussi. Très bien. Un beau programme, en tout cas, pour les programmes à 3 ans là qu'on est en train de monter. Hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou de 2 sourds même déjà. D'autres interventions? Moi, je voudrais juste dire que
il y a 25 ans, j'étais agriculteur dans la vallée des Villers, à l'Intal, et tous nos dossiers d'amélioration pastorale étaient négociés avec la commune, étaient partagés avec la commune, et moi, ça me paraît vraiment essentiel qu'il y ait cette proximité, et que les élus partagent les soucis et puis les projets pour le paysage de leur commune. Hein, ça me paraît le b.a.-ba, quoi. Hein. Je suis vraiment étonné de savoir que les communes soient plus associées à ce travail-là, quoi. Là, Je monsieur... précise Vas-y, Thomas. Non, je précisais juste à Monsieur Dreyfus que les communes sont toujours intégrées dans les projets d'amélioration pastorale, hein, bien sûr, notamment quand il s'agit de projets communaux, de Nipeux-en-Ténoyer à l'Intal, ou voilà, partout, bien évidemment, les communes sont associées au projet. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être eu de la perte d'infos en ligne sur ce projet, en tout cas sur la montagne alsacienne, où en effet, il faut qu'on retourne vers nos élus pour expliquer ce que sont les MAE, les zonages, etc. Là-dessus, vous avez raison. Peut-être apporter un élément aussi pour rappeler que la politique des améliorations pastorales, en fait, elle est double. Elle est à destination des collectivités, les communes en particulier, mais elles peuvent être aussi privées. À ce moment-là, s'il y a une amélioration pastorale privée qui se fait, c'est vrai que la commune n'est pas forcément au courant puisqu'elle n'est pas propriétaire simplement du fonds. Donc là, il est clair qu'il y a des dossiers d'amélioration pastorale qui peuvent se faire et la commune n'en sait rien. Mais dans l'autre cas, c'est sûr que c'est les communes propriétaires qui instruisent le dossier avec l'aide technique du parc de la Chambre d'agriculture et qui sont le maître d'œuvre quand même du dossier, avec bien sûr à la clé toujours un bail avec un agriculteur. Très bien, ça me permet de... Il y a peut-être encore l'une ou l'autre remarque, mais en tout cas, ça fait bien le lien avec ce que je vous disais au départ, c'est qu'on a un peu couplé les deux webinaires là, qui vont se suivre, celui sur les MAE aujourd'hui et celui du 18 mai sur les justement reconquêtes pastorales, parce que ça peut être un peu lié à vos questions aussi de fourrage, comment est-ce qu'on peut en retrouver, même si les rénovations pastorales souvent sont en pente et c'est pas forcément évident pour le fourrage. Voilà, donc c'est tout ce débat-là qui va s'ouvrir et puis on va travailler sur, là on va ouvrir un travail sur un programme à 3 ans sur le parc, contractualisé justement avec nos partenaires des régions et les départements en particulier, mais aussi l'Europe et d'autres partenaires. Donc c'est l'occasion justement de prendre vos infos et vos souhaits qu'on puisse intégrer et puis revenir vers vous pour y travailler. Alors, j'ai une grande intervention. L'herbicide, effectivement, par rapport à Fougerolles. Ok, donc Madame Jaillet qui nous précise ça. Voilà. Ok, donc elle reprendra contact. Voilà. Perrine Torrent, vous vouliez intervenir? Juste 2 mots. En fait, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, j'étais un peu surprise, quoi, effectivement. Pour l'approvisionnement en maïs sur les chaumes, donc pour les agriculteurs. Je comprends bien que avec les changements, les difficultés liées au climat, ils aient besoin d'un apport en fourrage, mais effectivement, comme ça a déjà été dit, c'est peut-être pas une bonne chose d'encourager ce genre de pratique, et puis qu'il faudrait plutôt encourager effectivement la production d'herbes, de fourrage en plaine plutôt que la maïsiculture pour voilà. C'est peut-être aussi l'occasion de remettre un peu cette maïsiculture de la remettre en question. Je viens vous répondre. Il faudrait pas retenir. Il serait dommage de retenir que le parc incite à l'achat de maïs dans les exploitations d'élevage. Néanmoins, c'est sûr que c'est malgré tout une marge d'ajustement dans des années très compliquées, notamment de sécheresse et souvent cumulées avec des dégâts de gibier, sanglier et cervidés. Mais que, comme toute entreprise économique, la contrainte est compliquée à ce niveau-là de toute façon. Nous, notre job de parc en lien avec les chambres, c'est aussi de mieux comprendre la pousse de l'herbe, d'accompagner les éleveurs. Là, on vient de sortir un gros travail à l'échelle du massif vosgien pour avoir des références techniques sur l'herbe de montagne et les 63 types différents de prairies à l'échelle du massif. C'est plus là qu'on essaie de placer nous de l'action, d'inciter à revoir aussi les références et cette compréhension en lien avec les éleveurs puisqu'ils sont très demandeurs.
Oui, Julien a tout à fait raison. Et moi, je voulais juste féliciter aussi l'initiative du parc aujourd'hui. C'est vrai que quand on a des dégâts de sanglier, on a des zones à ressemer souvent parce que cette terre à nu ne produit pas forcément la bonne herbe qui était en place tout de suite. Et aujourd'hui, il y a des essais qui sont faits pour récolter des graines sur des prairies du massif et pour ne pas acheter de graines qui sont fabriquées et qui ne sont pas adaptées du coup au terroir du massif. Et ça, c'est une initiative tout à fait intéressante qu'il faut vraiment souligner et la faire perdurer et inciter les gens à ressemer ces variétés locales finalement sur nos prairies qui sont détruites par les sangliers. Et c'est vrai que, alors là, je m'adresse à tous les élus communaux, effectivement, pour les sensibiliser aussi aux revenus de la chasse, pour dire que nous, les agriculteurs subissent de plein fouet, effectivement, les dégâts du gibier, des surpopulations de gibier, alors bien sûr essentiellement sur le versant alsacien, mais c'est un vrai manque à gagner, c'est une vraie détérioration de notre outil de travail. Et aujourd'hui, effectivement, les sangliers, les surpopulations de cervidés sont de véritables concurrents à nos pratiques agricoles. Oui, c'est aussi un sujet qu'on a commencé à travailler, qui est de plus en plus crucial. Donc, en fait, on a à peu près atteint notre timing. Julien, tu veux intervenir sur la partie C'est pas sur la partie MAE, mais je vois qu'on a un certain nombre d'élus, de représentants de la vallée de Münster et de la vallée de Guebwiller. Le parc et la chambre d'agriculture, comme tous les 2 ans, organisent un concours destiné aux éleveurs. C'est un concours de prairies, donc on est dans le thème. Et c'est le concours qu'on appelait avant le concours des prairies fleuries. Ça a changé de nom au niveau national, donc je vais pas vous le redire, il est trop compliqué. Le concours des prairies fleuries. On le localise cette année sur Vallée de Münster, Vallée de Guebwiller. Il est ouvert à tous les exploitants agricoles qui ont des surfaces engagées en MAE. Éleveurs bovins, ovins ou caprins. Et voilà, et les candidatures sont ouvertes jusqu'à début juin. Donc n'hésitez pas, souvent on voit une très bonne efficacité du relais des élus communaux là-dessus pour motiver les éleveurs. Donc n'hésitez pas à leur en parler. Ils ont tous reçu un courrier, un mail, mais voilà, comme on reçoit tous beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a assez peu de candidatures. Et je rappelle que c'est un concours qui permet aussi d'être présenté au niveau national au Salon de l'Agriculture l'année qui suit le concours. C'est quelque chose qu'on organise aussi en transfrontalier avec le Nature Park de la Forêt Noire du Sud. Et ça, c'est un projet qui date de 10 ans maintenant. Merci d'avance. Ouais. Merci Julien d'avoir appelé ça. Et donc, on le mettra peut-être en lien dans la présentation où on vous mettra en exergue sur le site internet là, du parc où vous pouvez retrouver la présentation. Et c'est vrai qu'on commence à parler de l'or vert, d'une filière herbe qui est de plus en plus précieuse. Donc c'est un vrai sujet et qui va nous occuper avec les questions de sécheresse d'eau là qu'on n'a pas évoquées, enfin en filigrane, et de réchauffement climatique. C'est vrai que l'herbe va être assez au cœur. Je sais que ça tient à cœur aussi à notre directeur Olivier Claude. Vous savez pourquoi, certains. Donc c'est vrai que le sujet de l'herbe, c'est un sujet qu'on va vraiment travailler pour les années qui viennent et dans la prochaine charte du parc aussi. Voilà, donc s'il n'y a plus d'interventions souhaitées, je vous remercie de votre participation et puis je pense qu'il y aura forcément une suite, peut-être sur le terrain aussi, voilà, pour mieux voir concrètement. Et merci beaucoup à Fabien et Julien d'avoir préparé un diapo parce que c'était pas évident de vous faire passer des choses un peu techniques et un peu générales avec plein de cartes, donc je trouve ça super. Merci. Surtout, merci à Fabien. Et surtout, merci à moi. Non, je rigole. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Donc, ce sera enregistré, puis vous retrouverez tout ça si vous voulez le regarder tranquillement. On vous le transmettra. Merci. Merci pour la. Bonjour à tous. Au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir.